Jean-Gabriel Perriot, Une jeunesse allemande. Comme d'habitude, je vais poser quelques questions et après des micros circuleront dans la salle. Je rappelle que le film donc, va sortir demain, à la fois au cinéma et au City Puy pour ce qui concerne Lausanne et sortira dans toute la Suisse romande. Alors peut-être une première question qui est toute simple mais qui a son importance aussi. Comment se fait-il qu'un réalisateur français comme vous se plonge dans cette histoire qui n'est au fond pas directement la sienne, aussi pour des questions de génération, et s'intéresse au fond à l'Allemagne? Oui, c'est vraiment très loin de moi, l'histoire de l'Allemagne, l'histoire de la RAF. Je ne suis pas germaniste, enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui normalement font que je n'ai pas allé vers la RAF. Mais ce qui me fait aller vers eux, c'est cette chose unique dans les groupes qui vont basculer à la lutte armée, que ce soit en Occident, mais aussi ailleurs dans la planète, à d'autres époques ou dans d'autres mouvements qui ont produit autant d'images avant. Et il n'y avait qu'avec ce groupe que je pouvais faire ce film-là. Voilà, montrer le portrait de ces protagonistes, de la manière dont ils ont voulu se présenter. Voilà, c'est ça qui m'a fait me plonger dans l'histoire de l'Allemagne et de la RAF. C'est juste des premiers indices dans une lecture un peu vague, et d'un coup on trouve des choses et on s'arrête, on ne sait pas pourquoi, dans un bouquin ou dans un film, et d'un coup on se dit oula, il y a quelque chose. Voilà. C'était vraiment, c'est ce qui rend cette histoire spécifique. Ils auraient été norvégiens, que j'aurais fait un film en norvégien. Voilà. C'est vraiment l'Allemagne arrive après. Donc vous vous plongez dans des images d'archives, dans tout ce qui existe, mais en même temps le film se construit avec des images de nature extrêmement différentes. Il y a des images qui sont générées par eux-mêmes, par les étudiants de l'école de Berlin, par ceux qui vont devenir des terroristes par la suite. En même temps, on retrouve après des images, et on retrouve d'autres images qui sont les images, disons, du gouvernement, les images officielles, les images de la télévision, et surtout vers la fin, on a ces images qui sont celles d'une forme de relecture de ce qu'ils ont fait à travers un cinéaste majeur pour l'Allemagne, qui est Fassbinder. Comment vous avez articulé ce parcours à travers les archives? Il y avait une certaine logique pour moi parce que je voulais raconter une histoire chronologique. Hein. Et dans cette histoire chronologique, forcément, la première partie, je voulais que ça soit la place aux fondateurs de la RAF. Voilà, pour passer du temps avec eux, essayer de comprendre le monde dans lequel ils vivaient, comment ils l'analysaient, etc. De voir à la fois les images produites avec eux, comme Meinhof ou Mahler, enfin quand ils passent à la télévision, ou les films qu'ils ont eux-mêmes produits. Et une fois qu'ils passent à la clandestinité et qu'ils fondent le groupe, eux ils quittent le registre de l'image. Et je voulais mettre en opposition du coup la manière dont cette histoire a continué d'être écrite, cette fois-ci par la télévision et les gouvernants, qui est l'histoire qui reste principalement aujourd'hui, c'est celle-là, c'est celle des vainqueurs, c'est celle de l'État. Et j'avais besoin de montrer voilà, comment la télévision va être l'outil de narration de cette histoire-là. Mais fallait finir le film, comme le commencer d'ailleurs, par le cinéma, un cinéma qui n'est pas astreint à des positionnements idéologiques. Parce que la première partie, c'est très affirmatif. La deuxième partie est aussi affirmative. On est dans le domaine du blanc et noir, et j'avais besoin de ramener le gris. Et le gris, dans les images, c'est le cinéma. Voilà, et Fassbinder, ça c'était une chose très importante, parce qu'en fait, c'est pas un élément rétrospectif. Il le tourne quelques jours, quelques semaines à peine après la mort de Bader et d'Henslin, puisque le film est tourné, il meurt en octobre, et le film sort à Berlin en février. Donc c'est vraiment tourné, monté dans la foulée. Et il se remet en scène, il remet en scène le soir de la mort, mais c'est encore, on le voit bien, effectif dans son corps, etc. Mais j'avais besoin de ramener cette manière qu'a le cinéma de questionner le réel avec des outils radicalement différents. Ça nous laisse de la place. Il y a du corps, il y a de la voix, il y a de la longueur, il y a de l'hésitation. Enfin voilà, c'est un temps qui est très très différent de ce qu'on a vu avant, que ce soit à la télévision ou les films réalisés avant par les films des fondateurs de la RAF, qui peuvent être sympathiques, etc., mais malgré tout qui astreignent le cinéma seulement à son aspect politique. Oui, qui ont une dimension affirmative, comme peut l'être après celui de la télévision, au fond. Oui, il y a quelque chose, à part j'ai forcément plus de sensibilité pour ce cinéma militant que pour la télévision, mais en tout cas, ils ont astreint, c'est un des échecs de leur pratique, en tout cas du film, c'était de l'astreindre trop
à un potentiel révolutionnaire, à une volonté de changer le monde à ce moment-là, enfin que ça soit vraiment utilisé comme outil révolutionnaire. Et ça, c'est un échec forcément, parce qu'on ne change pas le monde avec un film. Et du coup, forcément, c'est déceptif pour eux, ce rapport au cinéma. Et du coup, voilà, il y a quelque chose qui se joue là-dedans que je trouve un peu triste, ou en tout cas un peu... je pense que quand on pousse trop le cinéma dans ses retranchements, que ce soit le cinéma le plus politique ou au contraire refuser la politique au cinéma, enfin dès qu'on astreint le cinéma à quelque chose, il y a de l'échec. Mais comment vous expliquez au fond justement cette spécificité des révolutionnaires allemands de venir d'un monde artistique, au fond, des beaux-arts, des études du cinéma, alors qu'on pourrait s'imaginer, au fond, de façon simpliste, que ces enfants du nazisme, d'une certaine façon, vont affirmer peut-être les choses d'une façon peut-être encore plus politique, ou en s'engageant en politique, ou en entrant peut-être plus vite dans la lutte armée. Comment vous voyez par rapport à l'histoire de l'Allemagne, ce qu'il y a derrière, hein, qui est présent quand même toujours dans tous les discours qu'on peut entendre, comment vous comprenez ce glissement et cet intérêt pour la chose, entre guillemets, artistique, cette utilisation du cinéma? Il y a du hasard. Il y a du hasard qu'il se retrouve... que Meinhof soit journaliste et réalisatrice télé, que Meinhof soit étudiant, Bader a écrit 2 scénarios, il voulait être réalisateur, Heinzlin a joué dans un film, elle aimait bien le cinéma, tout ça c'est du hasard. La seule spécificité allemande, c'est qu'à Berlin, quand ils se retrouvent tous, le milieu politique, donc plutôt étudiant, puisqu'ils sont très isolés, hein, le mouvement de contestation c'est les étudiants, et le mouvement artistique, underground, communard, etc., c'est le même milieu. Voilà, il y a quelque chose il n'y a pas de différence entre les gens qui seraient du côté de l'art ou ceux plutôt du côté militant politique strict. Ils sont tous ensemble en même temps, il faut les deux. On fait un film, on manifeste, on fait un film, on fait une action, tout ça se répond. C'est un peu un peu le début de ce qu'il y a à Paris avec le cabinet d'art graphique et les affiches et les situs qui se retrouvent là. Mais là, voilà, en vase clos pendant 1 an et demi et du coup, c'est un peu singulier à l'Allemagne, mais c'est vraiment du hasard qu'après certains d'entre eux vont passer à la lutte armée. Le film, forcément, pousse cette lecture-là, parce que les protagonistes que j'ai choisis cette histoire-là sont ceux qui ont à voir avec les images, mais je ne parle pas des autres membres fondateurs de la RAF qui étaient sociologues ou intellectuels, mais dans d'autres champs, en fait, et qui ne touchaient pas l'art. Le film donne une image un peu tronquée, forcément. La parole est aussi à vous, donc des micros sont dans la salle pour circuler. Est-ce qu'il y a des questions? Lancez-vous. Des remarques, des réactions, des sensations après avoir vu le film? Bonjour. Bonjour. Donc, merci beaucoup pour ce film qui était vraiment très intéressant, très motivant aussi. La question que je me pose, et vous y avez déjà un petit peu répondu en parlant de l'échec de ces films, de cette révolution. Au début du film, vous nous avez montré un exemple d'ouvriers, de prolétaires qui perdaient un procès face à des patrons. Bon, ça me fait directement penser à l'exemple d'Air France. Comment vous expliquez que des dizaines d'années après, rien n'est changé? Oula. C'est peut-être pour ça que je fais le film, moi, mais parce que je comprends pas pourquoi des dizaines d'années après, ça n'a pas changé. Mais j'ai pas de réponse, j'ai que des questions. Voilà. J'en ai beaucoup des questions comme ça. Hein, voilà, c'est pour ça qu'on fait un tel film, c'est d'un coup... c'est troublant, effectivement, qu'on n'apprenne jamais rien, déjà, de l'histoire, voilà, et qu'on arrive encore à être... qu'on n'arrive pas à se dépatouiller avec le présent, qu'on ne sait pas comment faire et que des choses ne changent pas comme ça. Mais c'est même pire aujourd'hui, parce qu'il faut 2 chemises pour crier à la violence insurrectionnelle. Hein. Là, à l'époque, on séquestre les patrons beaucoup plus facilement qu'on le fait aujourd'hui. Donc la violence syndicale était beaucoup plus poussée qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, 2 chemises, ça fait les couvertures du monde entier. Donc il y a quelque chose qui s'est aggravé en tout cas. Mais voilà, je ne peux pas avoir de réponse à ça. Et justement, pourquoi selon vous, par rapport à
à la plongée dans toutes les archives que vous avez faites pour réaliser le film, qui s'est allé, on en parlait tout à l'heure, sur une très longue période, toute cette recherche. Votre sensation à vous, comment vous expliquez au fond qu'à ce moment-là, en Allemagne, mais aussi ailleurs, on l'a dit, en Europe et dans le monde, on arrive à la violence extrême, on arrive au terrorisme, alors qu'aujourd'hui, dans ce qui serait une lutte politique similaire, cette violence n'existe plus. Ou différemment. Il y a une chose en tout cas qu'on voit en Allemagne, parce que les histoires même des brigades rouges, ou de l'armée rouge japonaise, etc., s'ancrent dans des terrains très différents, des explications très différentes. Mais en tout cas, il y a un conflit de génération, enfin en tout cas des mouvements de protestation face à globalement des États très passéistes, plutôt réactionnaires, qui ne veulent surtout pas bouger. Et en Allemagne particulièrement, parce que se rajoute à ça l'accusation de nazisme, et en tout cas, ces jeunes se retrouvent face à un corps social, globalement, qui a participé au Troisième Reich et qui le refuse. Voilà. Il faut savoir qu'en Allemagne, il y a un trou mémoriel. Les gamins apprennent à l'école en 65, l'histoire contemporaine de l'Allemagne. Pendant 20 ans, on parle de rien. Voilà. Donc ils ne le savent pas, et toute une classe d'âge découvre ça, rentre à la maison et dit « Mais papa, maman, t'étais où, quoi ?» Et du coup, quand on est adolescent et qu'on apprend ça, voilà, ça marque d'un coup une défiance totale qui exprime très bien Meinhof. On ne croit plus en l'église, on ne croit plus en patron, on ne croit plus aux représentants, on ne croit plus à l'école, parce que tous les gens qui sont là sont des gens qui vont avoir avec le passé nazi. Donc du coup, il y a cette chose d'un coup qui devient claire en Allemagne, et qui fait qu'ils sont seuls face à une société, et en plus, il n'y a pas de mouvement ouvrier en Allemagne. Donc ils sont isolés, contrairement à d'autres pays. Il y a un truc un peu pathogène là-dedans, et vraiment l'État inflexible. 69, il y a 10 000 étudiants en prison quand même pour avoir manifesté ou fait 3 tags. Donc c'est vraiment très dur ce qu'on leur envoie, et c'est un pas de deux. Il y a un pas de deux dans la radicalisation, et c'est vrai qu'eux ils y vont parce qu'ils ont essayé plein de choses, dont le film, mais pas que ça, et rien n'est possible. Mais leurs buts aussi sont très très hauts. Leur but, c'est faire la révolution dans une société qui n'est pas prête, donc ils ne peuvent pas les atteindre non plus. Donc il y a quelque chose. Mais ce que m'a appris plus particulièrement, pas les archives parce qu'elles ne le renseignent pas, mais en tout cas les survivants de cette histoire que j'ai pu rencontrer, que je retranscris un petit peu avec Zabriskie Point et Godard au milieu du film, c'est qu'on est une époque qui est beaucoup moins immunitaire qu'aujourd'hui, et où la violence, c'est pas mal comme outil politique. C'est une possibilité. C'est pas jugé dès le départ comme quelque chose qui est totalement négatif, puisqu'on est encore, il y a les guerres anticoloniales, il y a Cuba juste avant, etc. Il y a des violences encore justifiées, qui servent à des révolutions, à des changements plutôt positifs dans les sociétés. Donc on le déplore, mais ça fonctionne. Donc il y a le passage à la lutte armée n'est pas radical. Voilà, il n'y a pas une rupture, c'est une possibilité comme une autre, mais à laquelle ils vont une fois qu'ils ont épuisé le reste. Mais ils y vont sans... il n'y a pas une espèce de cassure ou quelque chose comme ça qu'il faudrait aller chercher. Il n'y a pas de trou noir en fait. Voilà. Mais l'absence de trou noir fait qu'on n'arrive pas mieux à la comprendre. En tout cas, il y a quelque chose qui s'inscrit, qui est très tendu, et du coup j'ai oublié la suite de la question à partir de ça. Non, c'était en fait finalement comment vous comprenez cette radicalisation et cette arrivée à la violence par rapport à un aujourd'hui où justement cette violence, elle est, quand on la voit aujourd'hui, on la voit beaucoup plus horrible, on la perçoit comme beaucoup plus négativement au fond qu'on pouvait l'apercevoir à ce moment-là. Ah oui, il y a un changement de paradigme. C'est ce que là on parlait des chemises, 2 chemises, on a l'impression que c'est quelque chose de... Après, faut pas être naïf, la violence, elle est possible quand elle est toujours dans les mains des gouvernants. Enfin, en France, Sirven, un manifestant qui est buté dans le noir par un policier, ça n'a pas fait toutes les couvertures qu'on fait de chemise. Voilà, et le mec avait rien fait, il manifestait contre un barrage. Il y a quand même la violence de l'État, elle existe. Voilà, elle est indiscutable, ou la violence des guerres que l'on va mener dans le monde, elle est toujours indiscutable. Mais par contre, de l'autre côté, il y a une interdiction, même pas politique, mais morale. Et voilà, il y a un changement d'époque, et je ne sais pas si c'est bien ou mal, et en tout cas j'espère faut toujours éviter d'aller vers des violences, en tout cas, mais le jour où on y arrivera, c'est-à-dire que ça sera l'expression d'un trop-plein. Ou alors elle s'inscrit, mais par d'autres types actuellement de terrorisme qui nous échappent, mais qui s'ancrent quand même dans des problèmes politiques de nos sociétés. Toujours à vous la parole. D'autres remarques, d'autres questions ?
Là-bas dans le fond, tout au fond, madame. Ou je crois que c'est madame. Il me semble. Vous êtes loin et avec la lumière, on voit. Oui, on est un peu éclairé forcément. On est sous les sunlights. Le micro vous arrive. Oui, il y a une grande absente dans le film et dans le discours, c'est la RDA. Il n'y a aucun discours sur l'existence de l'Allemagne de l'Est, sur le mur de Berlin. Oui, il manque d'autres choses. Hein. Il manque mais il manque par exemple une ouverture à l'international pour comprendre par exemple la violence ou le mouvement global de protestation. En fait, je ne pouvais pas faire un film qui soit encyclopédique. Je ne pouvais pas tout rentrer. Et c'est vrai que c'est posé longtemps pour moi. Il y avait dans le film, par exemple, la RDA, etc., avant que j'ai l'ensemble de leurs images et des interventions. Mais comme il fallait choisir dans toutes les explications de contexte, je me suis astreint à ne garder que les choses qui étaient exprimées par eux-mêmes. Voilà, donc, Meinhof parle beaucoup du passé nazi, tous parlent du Vietnam, Springer est quelque chose qu'on retrouve dans tous leurs films ou tous leurs discours. La RDA, ils n'en ont jamais parlé. Ni le mur, etc. J'ai retrouvé ça, mais vraiment dans aucune intervention de Meinhof ou de Malheur à la télévision, ni dans les films, ni même dans les écrits de Meinhof. Non, je ne m'aventurerai pas, peut-être dans Concrète, dans quelque chose, mais en tout cas, visuellement, c'est pas un sujet pour eux, et c'est vrai que dans les textes des manifs, etc., c'est pas quelque chose qui les marque, en tout cas. Ils sont un peu, bon, ils sont anti-impérialistes, anti-bureaucratiques, la RDR, ça se vaut pour eux, du coup, il n'y a pas vraiment de... Ça n'a pas d'incidence, et comme eux n'en parlent pas, voilà, j'ai ellipsé tout ce qui n'était pas contenu dans leur propre manière de penser le monde dans lequel ils étaient. Là, monsieur, je crois, le micro arrive de l'autre côté, cette fois. Merci. J'aimerais vous demander pourquoi Bader est presque absent de votre film. Oui. C'est parce qu'il n'existe pas d'image de Bader, sauf les petits fragments que j'ai trouvés. Bader a un certain rapport à l'image. Voilà, il a posé pour des photographies, par exemple, et il a eu envie de faire des films, Bader. Mais plus tard, hein, enfin, après la prison en 67, il a écrit 2 scénarios qui ont été perdus. Évidemment, ça n'a pas été tourné. Donc en fait, il n'y a pas, contrairement aux autres membres dont je parle, il a laissé très très peu de traces dans les images. C'est pas quelqu'un qui s'est beaucoup exprimé. Et du coup, je n'avais rien d'autre que les petits fragments. Et encore, je me suis battu pour les avoir. Là, les tout petits bouts dans lesquels il apparaît, il n'existe que ça de Bader. Donc je ne pouvais pas le sortir. J'avais des photographies, mais voilà, on voit bien que dans le film, la photographie n'a pas de place. Donc du coup, je n'ai pas pu le raconter plus que ça, malheureusement. Voilà. Et en même temps, contrairement aux autres, Bader, c'est quelqu'un de l'action. Hein, donc il est dans le faire tout le temps. Et du coup, il ne documente pas ce qu'il fait, tandis que les autres, ils font une petite action, et tout de suite, il y a 3 caméras, on la filme, on l'explique, etc. Bader, expliquer pendant des plombs ce qu'on est en train de faire, ça ne l'intéresse pas. Du coup, aussi, il ne laisse pas de traces parce qu'il file dans les images. Enfin, on n'a pas le temps de le capter. Ici devant, encore une question. Nicolas, ici tout assez devant. Monsieur a levé la main. Bon, je voulais juste savoir s'il n'existe aucune archive visuelle de la période de prison officielle, ou si on ne peut pas y accéder. Il reste juste des fragments de caméras de surveillance à l'intérieur des couloirs. Après, il doit exister un autre type de matériel, c'est Timeline, donc à la fin, la prison se retrouve, où les prisons, les cellules avaient été sonorisées, en fait, ils avaient caché des micros. Donc ça, c'était enregistré. Évidemment, ils ont perdu le soir du suicide, hein. Mais je suppose qu'au ministère de la Justice en Allemagne, on doit pouvoir trouver, à moins que ça soit classé secret, mais en tout cas, des enregistrements ont été faits. Et probablement quelques photos ou des choses comme ça avaient été faites, mais ça, c'est des choses qui sont dans la main de l'État. Normalement, c'est plutôt des archives qui seront peut-être, à mon avis, qui sont interdites maintenant, qui seront déclassifiées dans quelques années. Mais voilà, en tout cas, je ne pouvais pas y accéder. Déjà, j'ai pu avoir les minutes du procès, là, sonore, où on entend Meinhof, ce qui était... Déjà, j'étais très content déjà de trouver ça, mais le reste... Et je pense que le jeu en voulait pas la chandelle pour moi, puisqu'à ce moment-là, c'est l'État qui parle. Voilà, donc il n'y avait pas de place pour une enquête, par exemple. C'est pas un film d'enquête sur ce qui s'est passé en prison, mais un jour, on retrouvera
probablement quelques petits fragments. Mais en tout cas, on trouvera le son de ce qu'il y a à l'intérieur. Autre question? Ici. Bien. Bonsoir. Vous avez mentionné tout à l'heure le fait que le clivage, on peut dire, entre l'action armée et l'action non armée n'était pas tellement clair à cette époque-là, et il y avait une sorte de glissement qui pouvait se faire de l'un à l'autre. Vous n'auriez pas l'impression que finalement la mise en image de l'histoire de la RAF a participé à la création, on peut dire, de cette fracture, de ce clivage finalement entre, on peut dire, quelque chose qui serait de l'ordre de l'acceptable, qui est l'action politique non armée, et puis l'inacceptable, qui est l'action. Il y aurait quelque chose de cinématographique en fait dans la façon dont voilà, la diabolisation, on peut dire, de l'action politique armée s'est faite. Moi, ce qui m'intéressait dans la deuxième partie, c'est justement, on voit, du fait, ils sont très emmerdés, les gouvernants, hein, par la création de la RAF. Il y a d'autres groupes à ce moment-là qui passent à la lutte armée, mais on les laisse tranquilles. Mais la RAF pose un problème, c'est que dedans, il y a Meinhof et Mahler. Comme on le voit avant, c'est des gens qui passent à la télévision. Donc c'est des gens connus, dont on estime... dont on peut pas les traiter de crétins, par exemple. Ils ont un poids politique, en tout cas, on peut être en désaccord avec eux, mais en tout cas, c'est pas des décérébrés. Et du coup, il y a un vrai problème de l'État, et on le voit au début, d'ailleurs, on dit les anarchistes, etc., on les traite pas de terroristes, hein, il faut un peu de temps. Et c'est surtout à la mort de Meinhof que tout va changer, vraiment, où là, on les transforme, c'est-à-dire avec le mot terroriste, on utilise ce mot-là, et d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. Et on voit à l'œuvre la manière dont les politiciens et la télévision vont rendre cette histoire mythologique, ça veut dire la transformation de gens avec lesquels on peut être en plus total désaccord, mais malgré tout des gens qui ont une histoire et des logiques, en monstre, le terroriste. Et le terroriste, l'avantage de ce mot-là, c'est qu'il coupe totalement, c'est une césure, c'est-à-dire qu'un terroriste n'a pas d'histoire. Un terroriste n'a pas de pensée, c'est de la violence aveugle, etc. Et à ce moment-là, du coup, c'est le travail d'amnésie qui commence. De toute façon, enfin, qui avait commencé un peu avant, mais qui se parachève à ce moment-là, et qui nous fait rentrer dans une époque moderne où aujourd'hui, voilà, terrorisme, on l'emploie assez vite parce que ça évite d'interroger politiquement l'histoire et l'origine de la violence. Il y a toujours des raisons à la violence, sauf dans quelques cas de maladie mentale, mais c'est quand même, voilà, les terroristes aujourd'hui, même aujourd'hui, qui passent des mois à organiser des choses, ils ne sont pas débiles mentaux. On ne les comprend pas, mais pour autant, ils font des choix, ils les préparent, enfin tout ça. Et penser, on ne peut pas les accuser d'être nés avec un couteau entre les dents, alors que c'est l'image que ça renvoie le terroriste. Donc ça évite pour les gouvernants d'éviter qu'on se questionne sur les failles de la société, ce qu'il faudrait changer, ça pose des questions politiques, mais nous aussi, on est un peu responsable de ça, parce que le mal, c'est toujours l'autre. Hein. On n'a pas envie d'être... C'est-à-dire que si Meinhof a été capable de faire ça, peut-être que nous, on aurait pu le faire aussi. Hein. Nous aussi, on peut se tromper, nous aussi, on peut être des monstres, mais ça, on ne veut pas le voir. Du coup, on a besoin aussi, moralement, chacun d'entre nous, de nous séparer de la figure des perpétrateurs. Voilà. Question? J'avais juste, en attendant s'il y a encore une question, mais une question qui prolonge votre réponse par rapport à cette question d'amnésie. Parce qu'à la fois dans la recherche de documents d'archives, la recherche, disons, technique, c'est-à-dire d'aller obtenir des autorisations pour les découvrir, pour les regarder, pour les utiliser, et d'autre part en rencontrant des témoins, des gens, en parlant avec eux, quelle sensation vous avez eue? Est-ce que vous avez le sentiment que cette espèce de volonté quand même, d'une certaine façon, d'effacement de cette période existe toujours, ou est-ce qu'aujourd'hui finalement la parole revient, qu'en Allemagne on a envie d'en parler, ou au contraire qu'on aimerait bien continuer à l'oublier? Il y a beaucoup de choses qui sont produites sur la RAF en Allemagne depuis le début de l'histoire. Hein. Il y a beaucoup, que ce soit en littérature ou en documentaire, ou etc., de temps en temps des films de fiction. Mais ce sont maintenant des films qui ne font que répéter, d'une certaine manière, les mythologies ou l'histoire déjà racontée. Voilà, elle s'inscrit il y a plusieurs types d'histoires de la RAF. Il y a celle du côté du gouvernement où c'est des monstres, donc l'histoire vue
du terrorisme. De l'autre côté, ce sont des héros blancs de tout soupçon et qui ont été tués, assassinés dans les geôles fascistes de l'État allemand, aussi partiel et souvent lacunaire que de l'autre côté. Il y a une histoire un peu au milieu, un peu médiane, qui rappelle un peu l'origine du mouvement étudiant, et que Meinhof était super, les autres pas très bien. Mais voilà, il y a quelque chose un peu comme ça. Mais c'est que des répétitions, en fait. Et moi, ce qui m'a étonné dans les recherches, c'est que personne n'est jamais allé chercher les images de Meinhof à la télévision, ou ses films. On peut lire dans des biographies qu'elle a fait des films, mais les films, personne ne les a vus depuis 65 ou 67 quand on les a produits. Il y a des petits fragments d'elle en interview qui ont été sauvegardés, mais ça n'a pas été cherché. Maine, c'est pareil, il y a 2 films de lui bien conservés, les autres, on les a retrouvés dans une cave, quoi. Enfin, c'est des images accessibles, puisque moi j'ai pu les avoir, non censurées. Enfin, c'est pas des images qui ont été volontairement cachées, mais c'est des images que personne n'est jamais allé chercher. Et ça, moi je trouve ça surprenant. Il y a tellement de... Je sais pas, même de thésards ou d'universitaires qui travaillent sur ces questions-là et qui n'ont jamais eu la curiosité d'aller les chercher. Voilà, il faut être un peu têtu, il faut du temps pour le faire, mais si moi j'ai pu le faire depuis la France, un Allemand peut le faire plus facilement. Et là, il y a mis ça, c'est des lapsus de la mémoire, ça. Enfin, des lapsus, c'est pas des lapsus... L'histoire officielle est toujours écrite avec, en tout cas à notre siècle, par la télévision, et le reste n'a aucune efficacité de toute façon. Donc on peut l'oublier, ça fait partie voilà, de ce qu'on jette, on ne garde que la fin, les micro-trottoirs et les hommes politiques, c'est ça qui façonne la mémoire, malheureusement. Voilà. Mon petit rôle là-dedans, c'est d'aller rechercher ces pièces disparues, avec au début la naïveté de me dire, mais du coup, qu'est-ce qu'elles disent, voilà, qu'est-ce qu'elles pourraient dire. Et en fait, ça dit pas grand-chose, mais ça dit un corps, ça dit une voix, ça dit une pensée, ça dit un silence, ça dit un énervement, mais c'est ce qui nous permet, d'une certaine manière, de nous approcher pendant un temps de qui ils ont pu être. Et d'autant plus que les images, enfin, Ulrike Meinhof à la télévision, c'était pas des films d'étudiants qui ont circulé peut-être d'une façon plus modeste et dans des milieux qu'on peut supposer relativement définis. Elle veut dire c'était la télévision, donc elle a un visage que les gens ont vu, dont les gens devraient se souvenir. Oui, mais globalement, toutes ces années-là ont disparu, et Meinhof avec, mais pas que Meinhof. Enfin, il reste quelques fragments de trucs qui sont à chaque fois qu'on fait un anniversaire sur le 67-68 allemand, on le ressort, mais ça, on pourra avoir le même constat pour d'autres pays, pour des histoires beaucoup moins conflictuelles. On voit le travail de Sapp en France sur l'esprit, soi-disant esprit de 68, le peu qu'il en reste, on continue encore à vouloir la battre. Donc il y a ces années-là, quand on voit l'intelligence de la télé de ces années-là, ou comment elle pouvait être, à un moment, la télé a pu être intelligente, forcément la télé n'a pas elle-même envie de se rappeler de ça. En effet. Encore quelques questions? Une dernière. Oui, ici, monsieur. C'est juste à propos de la télévision. Je trouve que vous êtes un peu sévère quand même en vous moquant comme ça de la télévision, puisqu'on sait quand même que par rapport au cinéma, où la politique équivaut bientôt à 0, à part bon, évidemment avec des films comme le vôtre, mais c'est là que tout ce qui est politique se fait et s'est fait ces 5 dernières années. À la télévision ? À la télévision. Je pense notamment, par exemple, aux séries télé. Je ne sais pas, je regarde pas la télévision même par principe. Il y a toujours des exceptions à tout. Donc forcément, il y aura toujours à la télévision, on va passer un film intelligent, une série intelligente, de temps en temps on va inviter quelqu'un qu'on va laisser parler plus de 2 minutes, on va avoir un documentaire un peu intéressant, mais ça c'est du cache-misère. C'est le plus important de la télévision, c'est ce qui se passe à 20h au journal télé, c'est ce qui suit derrière en prime time, qu'est-ce que regardent les gens, enfin je sais pas, en Suisse, en France c'est 3h40 de moyenne par jour, les gens dans la télévision, et ils regardent pas des séries intelligentes. Voilà, enfin il y a quelque chose dans le temps de la télé voilà, que je trouve serré. Et les rares fois où je regarde la télé, j'ai pas envie de regarder, voir s'il y a par hasard quelque chose d'intelligent de temps en temps à l'intérieur. Donc oui, je suis un peu sévère avec la télévision, mais pour moi, la seule possibilité qu'un jour quelque chose change, c'est le jour où on va arrêter de regarder la télévision.
Encore une remarque, une question? Bon, si c'est pas... Oui, là, monsieur. Vous critiquez beaucoup la télévision. Est-ce que vous pensez que le film est un meilleur moyen d'organiser un débat dans la société? C'est très modeste hein, comme possibilité, mais je crois qu'on est mieux là tous ensemble que chacun devant son poste. Même pour discuter, pour prendre... L'être ensemble est quelque chose d'important. C'est ce que permet le film dans une salle. Hein. La salle de cinéma permet que l'on se réunisse autour d'objets. Comme on a besoin de partager des livres dans une librairie, on a besoin de moments communs. Et la télé, elle renferme sur le cercle de la famille. Voilà. Et il y a cette chose très étrange à la télé qu'on peut partager la même émission avec son voisin, mais il est derrière le mur et qu'on ne va pas pouvoir en discuter. Voilà, là, c'est un petit espace, donc c'est très modeste. Hein. C'est un débat de temps en temps, c'est pas grand-chose, mais voilà, c'est juste ça. C'est déjà, en ça, c'est déjà un autre espace que la télévision. Non? S'il n'y a pas d'autres questions, moi j'aimerais rappeler que le film sort, comme je l'ai dit, demain, dans toute la Suisse romande. Donc, s'il vous plaît, dites-le à vos amis et aussi à vos ennemis. Comme ça, si vous n'avez pas aimé le film, dites-le aussi aux autres. Enfin, dites-le à tout le monde. Voilà. Et moi j'aimerais juste remercier Jean-Gabriel Perriot pour ce travail de mémoire, ce travail politique aussi, qui nous permet de réfléchir peut-être au-delà de la télévision, d'être venu nous le présenter. Et un grand merci et à la prochaine, j'espère, pour un autre film. Merci Jean-Gabriel. Merci.